Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars pour cette nouvelle édition littérature. Aujourd'hui, pas de War of the Bounty Hunter, mais retour à la Haute République avec le tome 2 de la série principale sortie chez Panini Comics. Ici Loïc, et pour en discuter avec moi, j'accueille deux invités de choix. Le premier traîne ses guêtres dans le côté obscur de Star Wars en direct, et il est devenu l'un des maîtres. Je parle du seigneur Thomas Lac. Salut Thomas. Je t'ai pas prévenu, du coup là ça envoie du lourd. Là, voilà. Et donc le second est un jeune membre du programme Inquidis Cordius. Il est à la fois le 5e, le 6e et le 10e frère. C'est son secret pour pouvoir lire autant. Je veux parler de Jean. Salut Jean. Salut Loïc. Excellent, voilà. Excellent les intros là, on s'y entendait pas. J'avais pas envie de faire une intro classique, j'avais envie qu'on rigole un petit peu, donc j'espère que ça plaît aussi. C'était inné ou tu l'avais préparé là? Non, je l'ai préparé. J'ai eu les idées qui sont venues, mais je l'ai écrit quand même pour être sûr que je me plante pas, sinon ça aurait été dommage. Fallait pas le dire. Ah si, nous, à Star Wars en direct, on dévoile tous les secrets, les coulisses. Oui, mais d'habitude, on prépare pas. Mais ah bah non, c'est quand même la marque de fabrique de Star Wars en direct. Alors, avant de démarrer, donc comme d'habitude, notre partenaire pour les éditions de littérature, le groupe Star Wars Littérature Québec. Comme d'habitude, on vous invite à les rejoindre. Vous les trouverez sur Facebook. Aidez-les avec leur collecte de fonds pour la cause de la santé mentale au Québec. C'est très, très important. Je vous fais un petit point, mais maintenant, je pense que vous avez l'habitude. Un petit point très, très rapide sur notre boutique. Vous pouvez la visiter sur notre site starwars.direct. Voilà, avec des t-shirts exclusifs. Donc, on rappelle que c'est via la boutique Redbubble, donc il n'y a pas de frais de port outre mesure et pas non plus de frais de douane. Voilà. Alors, nos dernières émissions. Vous trouverez sur notre site et les agrégateurs de podcasts habituels, ainsi que sur YouTube, 4 émissions de Star Wars en direct express avec notre équipe québécoise qui vous a fait vivre la Star Wars Célébration de l'intérieur. À chaque jour, son récap. Donc, si vous avez envie de vous replonger dans toutes les annonces et un petit peu dans cette ambiance, eh bien, n'hésitez pas à les écouter. Et puis, donc, une 5e émission qui est notre Star Wars en direct Quad 9 en mode Bobby-Wan, où Danny, Francis et Thomas offrent leur débrief donc, des 2 premiers épisodes de la série. Et justement, pour nos WhatsApp, avant qu'on entame le gros de notre sujet, j'avais bien envie de revenir dessus. Donc, puisqu'on a déjà entendu Thomas, je vais laisser la primeur à Jean. Je donnerai un petit avis rapide. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde de pouvoir le donner. Et puis, bien sûr, notre WhatsApp n'est pas limité au débrief de cette série. Si vous voulez partager autre chose, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Donc, vas-y, Jean. Que ça fasse plaisir à tout le monde d'entendre ton avis sur Obi-Wan. Ah bah, attends, c'est comme ça. T'es prévenu, hein. C'est comme ça. Il y a du teasing, il y a du teasing. Ouais. Je voulais justement pas parler d'Obi-Wan parce que justement on allait en parler peut-être mercredi avec d'autres membres de la team ou les semaines d'après justement. Donc c'est pour ça que j'ai pris une note. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Je vais garder mon avis pour ce secret pour l'instant et puis vas-y. Pour une prochaine émission. Non, j'ai envie de parler comme on a en litté là. J'avais vraiment envie de parler romans parce que là j'enchaîne les romans légendes et justement j'avais envie de savoir si vous les avez lus à l'époque et ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. Donc là la dernière émission j'ai parlé de la trilogie Legends Solo de la trilogie Han Solo ses origines voilà. Voilà. Donc, il y en a 2 des trilogies de Solo dans le Legends. Ouais, alors la trilogie, la deuxième, pas celle qui était sortie entre les films à l'époque dans les années 70, 80, mais celle plus récente dans les années 90. Quoi. C'était 90, ouais.
Ouais, je sais plus les auteurs. Mais c'est la trilogie Han Solo qui faisait le lien jusqu'à sa rencontre, c'est ses origines de son enfance à sa rencontre avec Luke et Obi-Wan. Mais là, justement, je voulais parler d'une autre trilogie. Moi, c'est la trilogie corélienne que j'ai terminée, qui se passe après l'épisode 6. Avec les enfants Ouais. de Leia et Han. Ouais. Et la Il y en station, a encore une comment autre. elle Il y a s'appelle aussi les aventures de Han Solo. Il y en a trois, en fait, des trilogies. Ouais. Mais en fait, Et, ça, moi, je m'attendais plus à une trilogie centrée sur Han Solo, mais en fait, ça prend vraiment la famille entière, quoi. C'est vraiment, c'est la suite, enfin, C'est la suite aventure de la Nouvelle République, en gros. C'est ça. en gros, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est post-épisode 6, post-Throne, donc t'as les aventures, c'est ça, c'est un peu comme une série télé. Tu suis les aventures de tes héros préférés des films et dans leurs aventures. Alors là, ce qui est rigolo, c'est que le méchant, c'est un wannabe dictateur, c'est le cousin de Han Solo qui s'appelle Traken Sal Solo. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Traken Solo. Que tu vas suivre pendant un certain temps quand même. Ouais, voilà, mais j'ai hâte parce qu'apparemment, il meurt pas. Ce spoiler, il meurt pas à la fin de la trilogie et apparemment, il y a d'autres bails avec lui plus tard et c'est un personnage vachement intéressant. Du coup, j'ai hâte de voir ce qui va devenir, quoi. Et ouais, en mode dictateur, quoi. Il arrive, il prend Corellia en otage, il prend les enfants Solo en otage et il essaie de discutailler avec les Yayan. C'est très intéressant, très intéressant. Alors très intéressant, mais c'est pas inoubliable non plus. Il y a tout le pan Luke et Lando. Je sais pas si vous vous rappelez. Alors c'est vraiment bizarre. T'as Lando qui s'est trouvé quelqu'un, donc une partenaire, donc pour se marier avec, mais riche de préférence, et il demande à Luke son aide pour partir en vadrouille et trouver une prétendante. C'est un peu bizarre cette partie-là, j'ai trouvé, mais bon, pourquoi pas. Donc ça, c'était un petit peu le côté chelou du bouquin. Et il y a des liens avec plein d'autres romans UE comme le Bakura, là, le roman de Bakura, où tu as le personnage de Gaeriel qui revient et tout. Donc c'est ça qui est intéressant dans ces livres légendes. C'est un peu ce qu'on a avec le canon en ce moment, c'est les liens, les interactions entre les différentes œuvres. Et là, plus j'en lis et plus je m'en rends compte et c'est vraiment intéressant, quoi. Donc ça, c'était super cool, la trilogie coréenne. C'est vraiment pas fini, hein, Jean. Là, les liens ensuite avec les personnages, c'est vraiment bien construit à ce niveau-là. Bah oui, là, bon, je vais pas spoiler, mais pour la prochaine émission, je parlerai plus du nouvel Lord Jedi que j'ai entamé là avec le premier roman. Oh, alors là, tu vas en prendre plein la gueule. J'allais dire justement, tu Alors n'as là... pas le point de pouvoir commencer le nouvel ordre Jedi. Mais en fait, non, tu l'as déjà commencé. Bah ouais. Parce qu'en fait, j'ai plein... Tu triches. Est-ce que c'est le 5e, le 6e ou le 10e frère à l'intérieur de ton corps qui a commencé ce livre? C'est ça, c'est le 10e. Finalement, il faut avoir lu Barbara Hambly, avoir bien souffert pour mériter le nouvel ordre Jedi. Toi, je pense sans passer par la case départ, tu as touché les 20 000. Mais non, justement, c'est grâce au Discord. Là, à chaque fois, je demandais quel livre il faut commencer avant. Enfin, faut terminer avant de commencer l'ordre Jedi. Là, je pense être plutôt pas mal. J'ai aussi fini Rock Planet. On avait parlé avec Loïc sur le Discord de Rock Planet de Greg Bear, là, le roman. C'est un one-shot de la prélogie qui était sorti après l'épisode 1. Oui. Avec Zonama Zonama Sekot. Parmi nos partenaires, il y a quelqu'un qui fait du très bon boulot pour lire les romans légendes. C'est Star Wars Universe. Ils se sont fait une chronologie de tous les bouquins et dans quel ordre il faut les lire. Et c'est vraiment très complet avec un avis sur chacun des bouquins. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était il y a déjà très longtemps quand je les avais lus, je passais avec eux pour suivre la chrono. Et, par contre, je laissais aucun bouquin, même les juniors au hasard, je les alignais comme ça. Tu les faisais tous? Ouais, mais j'ai regretté parce que en fait, j'ai calé avant la fin du Nouvel Ordre Jedi et après, j'ai pas repris. Et c'est dommage, et je pense que je me suis épuisé sur des romans pourris à vouloir les lire pour jouer le complétiste et je pense que c'était une erreur à l'époque. Je me suis un peu dégoûté à un moment du Légende à cause de ça. Trop plein, ouais. Je prenais plus de plaisir sur ceux de la guerre des clones qui n'étaient pas dans une continuité et du coup, voilà, je pense que j'ai dû gâcher un peu du temps là-dessus. Ouais. Et t'as pas essayé de recommencer ou de reprendre? Non, parce qu'après j'ai eu un gamin, puis 2, puis 3, puis un chien et puis c'était fini, quoi. Plus une maison et... Ouais, des travaux, machin. Donc, non. Okay. Non mais c'est intéressant ça, du coup moi j'irai faire un tour sur Star Wars Universe. Vas-y, c'est vraiment génial et puis les auditeurs pouvaient y aller. En plus ils sont partenaires donc on y va, on dit du bien d'eux, quoi. Voilà, pour le WhatsApp. Ouais. Ok, eh ben je vais enchaîner à mon tour. Alors moi mon WhatsApp donc il sera en 2 points. Je sors les tomates. Donc le premier point ça va être sur la Star Wars Célébration parce que je trouve que ça fait longtemps que j'avais pas été aussi... comment dire, emporté par une Star Wars Célébration. En tout cas, par les c'était Star Wars Célébration. Ouais, c'était vraiment sympa.
Alors, on n'est pas au niveau de ce qu'il y a quand on a des films. Il n'y a vraiment pas le même degré d'excitation. J'en parlais avec Jean avant le début de l'émission. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, je pense il faut quand même se remémorer, Thomas, ce que c'est quand on a un épisode numéroté qui arrive à Star Wars Célébration avec un trailer ou autre. C'est quand même autre chose. Mais, par contre, les années où on a eu des épisodes numérotés, il n'y avait encore pas autant de contenu. Exactement. Et là, voilà. On venait de passer une période de disette, donc on avait la dalle. Alors que là, si on est nourri quand même, tu vois. Bien sûr. Mais par contre, putain, les mecs, tout ce qui te balance, et puis c'est pas que des projets qui vont sûrement planter. C'est on dit attention. Enfin, moi, il y en a un qui me passe par la tête, c'est Tales of the Jedi. Les gars, ils balancent un truc, mais laisse tomber, ça a l'air trop bien, et c'est pour dans quelques mois. Et alors là, t'es là, c'est ouf, quoi. C'est juste ouf. Franchement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, j'ai été à peu près capté par l'ensemble des annonces. Je crois qu'il n'y en a pas une où je me suis pas dit ah cool, j'ai envie au moins de découvrir. Est-ce que ce sera bien ou est-ce que ce sera pas bien? Ça, on ne sait pas. Si, peut-être le projet le moins sympa, c'est Skeleton Crew, mais il y a quand même Jude Law. Alors c'est vrai, c'est la série de John Watts, donc ça vend pas du rêve, mais en attendant, je me dis ça peut être sympa s'il y a une petite balade dans l'univers. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas bien Skeleton Crew? Enfin, en fait, il n'y a rien qui te fait dire que c'est bien ou pas bien. Alors, non, puisqu'on a moins de certitude sur la qualité, mais rien ne nous dit que ça va pas être bon non plus. On est d'accord, Thomas. Moi, si tu veux, j'ai eu ce même raisonnement de se dire, il n'y a pas beaucoup de fonds, mais néanmoins, vu les gars qu'il y a dessus d'annoncer, ok, il y a le concept, les 4 teenagers à la Stranger Things. Moi, déjà, je trouve le concept cool, mais en plus de ça, il n'y a rien qui nous dit qui nous fait dire que ça va pas être bon. Et tu vois, c'est juste qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, on est d'accord. Après, si on les voit se balader dans des temples sites pour aller chercher des esprits de seigneurs noirs disparus parce qu'ils veulent se faire peur, moi je me dis pourquoi pas. Hein. Vraiment, là pour le coup, à la Stranger Things par exemple, ça pourrait être vraiment sympa. Et puis ça fait un lien avec l'Académie Jedi. Parce que ça se passe, si j'ai bien compris, après l'épisode 6. Oui, mais par contre, on ne sait pas si ces enfants seront des forceux ou pas, quoi. Donc là-dessus, on n'a pas encore vraiment d'infos. Après, voilà. J'ai trouvé que c'était cool. Il y a même eu pas mal d'annonces en littérature. Alors, comics, pas trop. À la fin, pendant que tu es sur Skeleton Crew, la phase 2. Je me disais que les gosses, ils allaient finir dans l'Académie Jedi de Luke et qu'ils allaient rencontrer Luke et Grogu, ou peut-être un truc comme ça, quoi. Peut-être, ouais. Peut-être. Après, voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc je ne veux pas trop développer non plus. Donc, mon deuxième point, Thomas vous l'a un petit peu vendu, ça va être mon petit avis au sujet des 2 premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi. Donc, je fais partie de ceux qui, malheureusement, n'ont pas réussi à monter dans le train, en tout cas pour les 2 premiers épisodes. Je laisse toujours la porte ouverte. Il y a des gares à chaque semaine, donc si je peux monter dans le train en marche, j'y vais. En attendant, j'ai pas été totalement convaincu par ce que j'ai pu découvrir. J'ai trouvé ça très faible au niveau technique et au niveau réalisation, et ça m'a complètement sorti. Alors évidemment, je parle pas des courses-poursuites, tout le monde en est revenu en long, en large et en travers dans tous les podcasts YouTube et sur le net, tout le monde l'a plus qu'expliqué. Malgré tout, c'est pas... Ouais, ça manquait de Vespa, mais j'ai trouvé que c'était vraiment du même niveau, donc voilà. Globalement, en fait, ces 2 épisodes, je les mets au niveau de Rodriguez, ce qui m'hallucine parce que j'avais pas mal confiance en Deborah Chow et pour l'instant, je suis pas conquis. Alors, par contre, c'est toujours un bonheur de retrouver Bile et Obi-Wan, de découvrir Brea un peu plus en détail, même si c'est pas la même actrice, de voir Leia jeune, tout ça, c'était vraiment un bonheur. Mais alors, ce qui m'a par-dessus tout le plus plombé, vraiment l'ambiance de ces 2 épisodes et vraiment qui m'a cassé sur les 2 épisodes, ce sont les Inquisiteurs que je trouve. Alors il y en a juste une qui est bien, je sais plus la combienième c'est, mais c'est l'alien avec les tentacules jaunes. Elle, je la trouve crédible, et pourtant elle n'a pas encore parlé. Par contre, les 3 autres, c'est juste catastrophique. Reva, c'est la pire. J'ai juste envie de Ah ouais, je la déteste. Franchement, j'ai juste envie de lui mettre 2 patates pour qu'elle se taise. Je la trouve insupportable. Vraiment, à gueuler. J'ai l'impression d'avoir un gamin de 12 ans là, qui me fait sa crise d'ado. Je les trouve vraiment pathétiques et ça m'a vraiment cassé mon visionnage. Alors, on verra sur la suite. Je vais pas aller plus loin.
Non, parce que tu vas te faire assassiner. Bah oui, je suis largement minoritaire, donc comme je disais, j'ai l'impression d'être revenu à l'époque de The Last Jedi quand, en fait, T'étais pas minoritaire, c'était 50-50, donc t'étais pas minoritaire. Non. Là, t'es clairement minoritaire, par contre. Là, c'est dangereux même. Clairement, ouais. Je m'approche du côté obscur, là, c'est vraiment très dangereux. Après, voilà, je laisse la porte ouverte. Je me dis que dans l'épisode 3, ça peut avoir démarré, ça peut... le côté technique, ils peuvent avoir gardé du budget pour la fin. Par exemple, un dernier point, c'est que c'est la première série où je vois le volume. C'est pour dire à quel point je trouve que c'est mal géré, que la lumière, elle est mal gérée. C'est qu'il y a plein de moments où je vois l'écran derrière et c'est hyper dérangeant. Que ce soit sur Dayu, sur Tatooine ou même sur... Alors, le pire, c'est forcément sur Alderaan parce que c'est... Et les écrans dessinés dans les films, tu les voyais pas, alors? Je crois qu'on parle pas des mêmes, Thomas. Ouais, tu parles des matte painting, toi, des films. Oui. Ça te choquait pas, ça? Si, bien sûr, mais tu peux pardonner quelque chose qui a été fait sur du verre, alors que... Enfin, si on n'avait pas de comparaison... si on n'avait pas un film, là, on est sur une série, quoi. Enfin, ouais, Thomas, mais on a eu 3 saisons de série avant, dans lesquelles je n'ai jamais vu les incrustations du volume, par exemple. Et forcément, je compare avec je compare pas avec ce qu'on pourrait avoir, je compare avec ce que j'ai déjà vu. Et c'est là où ça me dérange. Donc voilà, je m'arrête là. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre émission si j'arrive à me caler avec vous pour participer à l'un des débriefs. Et pourquoi pas sur un épisode où ça m'a plu, ça serait encore mieux. Parce qu'évidemment, je suis le premier à être dégoûté de ne pas avoir surkiffé. Voilà, écoutez, messieurs, je vous propose qu'on passe après. Attends, j'ai pas fait mon WhatsApp, moi. Oh là là, mon Dieu! Thomas, je suis désolé. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. L'habitude de passer toujours en dernier, j'ai cru que c'était fini. Alors vas-y. Alors j'y vais, je vais rebondir sur le truc, moi, que j'ai pas pu débriefer, parce qu'Obi-Wan, j'ai largement donné mon avis la dernière fois. On a fait une émission d'1h20. Pourtant, c'est le chef qui dit qu'il faut pas que ça dure plus d'1 heure, mais on a dépassé. Donc, on est mal barré, donc. On est mal barré, hein. Et donc, moi, le seul truc qu'on n'a pas pu faire, moi, j'ai pas pu donner mon avis sur Célébration. Or, ce week-end-là, ça a été un week-end, moi, de ouf, quoi. On avait des fêtes de famille un peu, voilà, qui m'emballaient pas forcément. Et en fait, je me dis, ça va être un week-end un peu en plein milieu du grand week-end. Et je me dis, bon, on va pas faire grand-chose. Et en fait, finalement, le fait qu'il y ait ces news toutes les heures en fait qui tombaient quand on était dans le bon créneau, putain, encore une. Et dès le premier jour, je me suis dit, mais en fait, ils vont raconter quoi les fois d'après? Ils ont tout balancé. Il y avait juste Bad Batch où je me disais, bon, il va falloir qu'ils nous en parlent. Mais à la fin, je croyais même qu'ils allaient zapper. Donc moi, c'est ça qu'on voulait savoir. Mais toutes les infos qu'on a eues, en plus, on a eu des dates. Et à quel point, alors certains vont dire, trop de Star Wars, tout le Star Wars. Moi, je suis toujours pas d'accord avec cet avis, donc c'est de qualité. La preuve, on est capable de lire des romans et des BD tous les mois, en veux-tu, en voilà. Carrément. Ouais. Et donc, en fait, si on regarde le planning, enfin la rapidité du truc, donc là, on va finir Obi-Wan, clac. Juste après, on repart avec Cassian Andor au mois d'août. Alors, sachant qu'on a déjà Lord of the Ring et Game of Thrones, plus on a The Boys là. Enfin, je veux dire, je causais avec un collègue à midi, je dis, mais ça tombe quand il fait beau, mais quel massacre, quoi. Il faut aussi qu'on prenne le soleil quand même. Et donc, après ça, hop, on a les Tales of the Jedi juste après Andor. Et Tales of the Jedi, moi, c'est le truc, moi, qui m'a mis une baffe, où je me suis dit, mais putain, le potentiel du truc, c'est juste dingue. Quand on a vu les Dooku jeunes, Sifo Dyas, machin, Ahsoka dans son village de Togruta, enfin, vous dire, c'est vraiment le truc. Alors, les autres, ça m'a pas fait le même effet parce qu'on les connaissait déjà. Mais là, c'est vraiment la grosse surprise. Ça a l'air génial. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on pensait, les anciens comics d'Anderson. Si tu me permets, Thomas, donc effectivement, on va finir Kenobi, on va enchaîner en fin août sur Andor. On a l'automne, les 2 séries qui sont prévues, donc à la fois Bad Batch saison 2 et Tales of the Jedi. J'allais continuer, ouais. C'est un programme un peu plus court, donc c'est vrai. Ensuite, on aura début février, on aura la saison 3 du Mandalorian. On enchaînera au printemps sur Young Jedi Adventures, donc là encore une série animée du temps de la Haute République. Au printemps toujours, Star Wars Vision saison 2. Et puis en 2023, il restera encore à caser Ahsoka et Skeleton Crew. Et il restera encore Star Wars The Acolyte, dont la date n'a pas été annoncée. Donc effectivement. Et en fait, tu viens de me carotter mon WhatsApp là que j'allais faire. Non, je voulais que comme ça, ensuite tu peux développer les. Ouais, ça marche. Vas-y.
Et donc, du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'était tout ce que tu viens d'annoncer. Et donc, c'est assez dingue. Mais du coup, ça tombe bien, quelque part, on est d'accord, puisque tu as fait la continuité de ce que j'allais dire. Donc, c'est le top. Et en plus, ce qu'on voit, c'est Andor. On pensait que ce serait des saisons courtes de 8. Enfin, tu me diras, bon, c'est 12. Mais 12 épisodes. Alors, apparemment, à la base, c'était 8 x 3. Finalement, c'est 2 x 12. Et 12, c'est pas mal, 12 quand même. Hein. Ah, bah 12 ouais, semaines, ça va nous faire presque 3 mois. Voilà, pour un arc narratif, voilà, pendant 3 mois, on tient toutes les semaines avec un nouveau truc qui tombe, et juste quand c'est fini, paf, on rattaque avec, à mon avis, les 2 qui vont pas sortir en même temps, mais qui vont suivre, Tales of the Jedi et Bad Batch. Franchement, en fait, toutes les semaines, on aura un Star Wars jusqu'à Noël. C'est juste et alors, si on rajoute les Marvel là-dessus, c'est juste plus les séries geeks, style Game of Thrones, etc. C'est juste de la folie. Hein. Comme tu disais tout à l'heure. Exactement, ouais. Et à Noël, par contre, on n'a rien, du coup. On n'a pas de Star Wars à Noël. Alors, là, c'est... Avatar, du coup. Ouais, il y a Avatar, ouais, c'est vrai. Ouais, mais Avatar, c'est joli, mais il n'y a pas de scénario, c'est ça qui est chiant. Thomas, si on regarde ce planning, justement, on a à l'automne 2 séries animées et on a Andor qui devrait durer à peu près 2 mois et demi. Je pense qu'on aura des choses qui vont se superposer un petit peu et que ça va nous emmener jusque Noël. C'est-à-dire qu'on va avoir en automne le démarrage d'une série animée, mais probablement... elle va nous accompagner quasiment jusque Noël. Et là, on ne parle que des séries. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas des romans, des comics. Ouais. La Haute République, putain, les mecs, ils t'ont posé une valise au milieu, t'ont dit, voilà, enfin, il va quand même y avoir du contenu. On va vraiment pas s'ennuyer. On a eu le jeu vidéo. Vas-y que t'en veux, je t'en remets. Et puis, on imagine que les gens qui ont découvert aussi Obi-Wan, parce que c'était ça le but, c'est pour ça que c'est arrivé là, qui ont découvert Obi-Wan, avec tous les fans dans un grand truc où tout le monde est costumé, où ça hurle et tout, c'est trop bien. Enfin, je veux dire, voilà, je pense que la façon de percevoir le truc change évidemment. Donc, on a hâte d'entendre Seb sur sa réaction. Et Juliane aussi, qui vont nous revenir de célébration. Oui, de célébration, qui vont pouvoir nous faire un gros débrief. Un petit débrief, ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était vraiment, enfin moi c'était enivrant quoi. Et j'étais comme un gosse à sauter partout, à dire ouais putain il y a tel annonce qui est tombé et c'était super sympa parce que tout le monde était réactif chez Star Wars en direct, ce qui fait que voilà moi j'étais sur le Messenger, on rebondissait les uns les autres sur voilà les émotions que ça nous faisait, c'était hyper sympa. Donc du coup on l'a vécu un peu tous ensemble finalement, même si c'était à distance et j'ai trouvé ça cool. Non c'était cool, c'est vrai. Très cool, super, très cool. Est-ce que tu as encore autre chose à ajouter Thomas? Avant que je te recoupe le sifflet, c'est tout bon. Eh ben, c'est parti, on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, avant qu'on attaque, j'ai l'honneur, pour la première fois depuis que je présente un Star Wars en direct, de déclencher c'est sacrément cool. Hein. Avertissement pour toutes les personnes qui nous regarderont ou qui écouteront cette émission à l'audio. L'histoire qui va se dérouler dans ce volume va vous spoiler allègrement la fin du roman de la Haute République toujours, L'Orage gronde, qui est sorti aussi. Donc si vous ne l'avez pas lu et que vous souhaitez vous réserver les informations pour la lecture de ce roman, je vous propose de nous quitter, de revenir une fois que vous aurez fait la lecture. Voilà. Ah, moi je ne l'ai pas lu, mais je me suis fait spoiler. C'est pas grave. Ce petit... Oui, mais toi tu dois chroniquer, donc c'est encore un peu différent. Donc ce petit avertissement étant fait, eh ben, Jean va pouvoir tout de suite nous résumer cette histoire. Ok. Alors, attends. Oui, parce qu'évidemment, on fait tout ça de mémoire. À l'arrache. Résumer ça sans avoir rien préparé. Alors attends, juste à retrouver... mes pensées. Un petit truc pendant que tu cherches qui est sympa, c'est qu'ils nous font une petite chronologie maintenant au début des bouquins. Ouais. Et, donc ça, c'est assez cool. Ça permet aux non-initiés de se retrouver. Exactement. Ah, c'est cool aussi, c'est que moi je me rappelle le premier tome qu'on avait chroniqué, c'était la première émission comics que j'avais fait avec vous. Du coup, c'était la première participation en Star Wars en direct pour un comics. C'était pour le tome 1, du coup, la petite émotion là, pour le tome 2. Ah oui, bah oui, c'est le tome 2, exactement. Ouais. Et pendant ce temps que Thomas nous montre de magnifiques planches issues du volume.
Ok, ben oui, ben justement, on nous avait laissé à la fin du numéro 1 avec un cliff de ouf, hein, une éventuelle mort de Skir, notre Jedi préféré. D'ailleurs, Tom nous avait fait la remarque pendant l'émission. Enfin, il nous avait demandé directement avec Francis Ce serait con est-ce de que le tuer. Skir voilà, ce serait con de le tuer, est-ce qu'on va le retrouver ou pas? Et on était là, on te spoil ou pas? Ouais, j'avais un peu compris qu'il allait pas mourir en fait, du coup. Ouais. Ah, c'était sympa. Là, tu vois, j'ai recouté l'émission pour préparer celui-là et c'était rigolo parce qu'on était vraiment. On peut pas te répondre. Bref. Donc là, le cliff, bah, tu t'as vu, hein, il est debunk direct car on voit Skir en soins intensifs quasiment dès le début de ce tome. Donc il est de retour sur le Starlight Beacon. Sur une autre planète Daivac qui est contaminée par les Drengir. Donc on a une bataille qui fait rage entre l'alliance Jedi Hutt et donc les Drengir. Skir est toujours inconscient sur Starlight Beacon et infecté par les Drengir. Donc il voit son bras qui a été coupé repoussé en mode vigne Drengir là, et contamine à son tour Kiv. Ils se retrouvent donc les deux, Kiv et Skir, sur une espèce de plan astral Drengir. Et de là, ils vont pouvoir localiser la planète du Great Progenitor. Alors, le Great Progenitor, je ne sais pas si c'était la traduction en français, Tom ou Loïc, mais c'est le grand chef le plus ancien, le plus puissant de tous les Drengir. Bon, c'est la reine-mère des Drengir, en fait. Hein, c'est la reine-mère, la reine Drengir, exactement. Ouais. Un peu côté mère pondeuse aussi, du coup. Oui, bah, c'est ça. Oui. C'est probablement la première, d'ailleurs. Oui, ça fait très reine alien, oui, du coup. Ouais, complètement. Voilà. Et donc c'est la source du pouvoir pour arrêter la menace Drengir, quoi. Il pense que s'il bute la reine, ça s'arrêtera. Voilà. On la voit l'image pour ceux qui Elle est sacrément balèze quand même. On voit la taille des mecs à côté. En mode un peu kaiju, là, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Et là, donc ils arrivent à localiser la planète, donc, et Skir, par la force de sa volonté, arrive à s'arracher le bras de Vigne et de libérer Kiv de sa possession. Donc Kiv ensuite, suite à cette expérience, a des visions de la force un peu chelou, et pour changer les idées, donc elle part pour une mission de sauvetage de civils face à des Nihil. Les visions vont la perturber en plein combat, et c'est là que Orla Jorani, notre Wayseeker préféré, va lui porter secours. Donc Kiv va commencer de plus en plus à avoir des doutes, et ça c'était plutôt intéressant, ça, on va développer plus tard. Son expérience de télépathie avec les Drengir, lui ayant infligé des séquelles, quoi. Donc tu vois qu'elle a quelques séquelles suite à cette expérience avec Skir. Et la deuxième issue donc finit avec une jolie splash page où elle voit justement une de ses visions où tu vois le cadavre de Avar, le squelette carrément de Avar, pris dans des tentacules Drengir. Là c'est cliff de fou aussi, c'était un très bon cliff. Voilà. Ok. Donc ensuite on est sur Mulita, donc la planète mère des Drengir, où la bataille continue entre l'alliance Jedi Hutt et les Drengir. Donc Skir, qui s'est remis suite à l'intervention de Kiv, se joint à la bataille. On a aussi donc des renforts Jedi comme Comac et son padawan Reath qui se joignent à la bataille, ainsi que Orla et Kiv, donc qui les rejoint également. Donc tout le monde se rejoint sur la planète. Ce moment correspond d'ailleurs à la couverture du tome, hein, ce moment où Orla et Kiv arrivent sur la planète, débarquent pour les aider. Avec les Yel aussi. Oui, avec les terres, je sais plus comment j'arrive pas à retenir leur prénom. Donc, les deux Yel, en fait, c'est les deux jumeaux qui, en français, en anglais, je crois que c'est. Tu sais, c'est les jumeaux et en français, ils ont traduit les pronoms par Yel. Allez, ok, d'accord. C'est et Teret, d'accord. Okay. Voilà, les deux donc terres. là, c'est un tome avec pas mal de bastons, hein, jusqu'à ce que Avar Kriss soit faite prisonnière par t'as pas la traduction du mot, parce que là, je vais continuer à dire le Great Progenitor. La reine mère, du coup. Et, la mère pondeuse, tu dis. C'est bon. La mère pondeuse. La mère pondeuse. Et donc là, les Jedi vont tous s'allier via la force pour sauver Avar et capturer le boss. Avec les Hutt vouloir... via la force, donc les Jedi vont s'allier via la force. Et évidemment, les Hutt vont participer aussi. Et au final, les Hutt vont vouloir buter la menace directe, éliminer la menace. Les Jedi, eux, vont être plus diplomates et vouloir juste la capturer et la garder en vie, en quelque sorte. Si j'ai bien compris, c'est ça qui se passe à la fin de ce roman. Et oui, et donc là, c'est là qu'on a Cliff avec le lien avec le roman de la tempête gronde, l'orage gronde, pardon. L'orage gronde, voilà, où tu vois Maru qui avertit les Jedi en montrant des images de la République qui a été attaquée par les Nihil. Voilà. Et donc les deux derniers numéros, alors c'est un peu le début d'un nouvel arc
où on voit Kyve et Terek infiltrés parmi les Nihil, où tu as Kyve qui a se retrouvé face à un dilemme de fou. Donc c'est souvent comme ça dans les récits d'infiltrés. Hein, tu as soit l'infiltré doit tôt ou tard prouver sa valeur, ou donc buter, blow out sa cover en gardant ses valeurs, ou basculer et garder sa cover, quoi, justement. Donc là, il y a Kyve qui va lui, on va demander, donc les Nihil vont lui demander d'assassiner la matriarche Hutt qui était alliée avec les Jedi pendant la bataille contre les Drengir. Et donc même si Kyve va essayer de gagner du temps, essayer de la sauver, tout ça, ben la Hutt elle-même va trahir Kyve et la dénoncer en tant que Jedi face aux Nihil. Donc Kyve va se retrouver avec ses Terret, hein. Si je dis Terret, Oui. un des deux, c'est Terret. Qui vont se retrouver pris, acculés quoi, face aux Nihil, et jusqu'à ce qu'arrive l'Urnadi, accompagné d'une boîte mystérieuse qui a fait... On voit un squelette de Hutt aussi. Ouais, justement, on pense qu'on allait en parler plus en détail après. Ouais. Les Hutt sont finalement pas des limaces, mais bien des vertébrés, c'est ça? Exactement. D'après ce comics-là. Donc voilà, donc l'Urnadi va arriver avec sa boîte et va faire perdre conscience à Kyves. Et du côté de Serret, donc le jumeau qui était resté avec les Jedi sur Starlight Beacon, grâce à ça, ou à cause de sa connexion avec son jumeau, va aussi avoir un sort funeste dont avait fait expérience d'ailleurs Feu Loden Greatstorm. Donc on nous laisse encore une fois sur un cliffhanger de fou à la fin de ce tome. Voilà pour le résumé. Voilà, super. Eh bien, allez-y, monsieur, si vous avez envie d'en parler. Qui veut commencer? Allez. Vas-y, Tom. Alors, j'y vais. Alors, en fait, premier truc qu'on constate, c'est qu'on a deux arcs, en fait, dans cet album. Le premier de trois qui est plutôt orienté sur les Drengir, et le deuxième qui est vraiment orienté sur les Nihil. Donc, a priori, moi, j'en suis pas encore là au niveau des romans. Est-ce que je me pose la question, est-ce que le tiroir Drengir est fermé du coup après ces trucs-là? Est-ce que c'est fini que sur les Nihil ou pas? Dans les romans, moi je suis donc j'ai lu les deux romans d'après, donc L'Orage gronde et puis Hors de l'ombre. On ne parle pas du tout des. Enfin, il y a des mentions des Drengir. Oui, d'accord, on mais nous dit que justement Avar Kriss est en train de combattre les Drengir dans une partie, donc ça fait référence. Ouais, le seul roman qui ne les rencontre c'est pas. Celui-là. Oui. Okay, ça marche. Voilà. Après, Donc, j'ai pas de spoil entre guillemets VO et on va pas les donner ici de toute façon pour savoir si les Drengir vont revenir ou pas. Effectivement, ça sera bien la surprise. Mais j'ai vraiment l'impression, et je te rejoins, que est-ce qu'on les a amenés là dans un but vraiment précis? Pour faire plaisir à Claudia Gray? Non, je sais pas. J'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui sera connecté au site et au côté obscur. Alors plutôt au côté obscur qu'au site, qui les justifierait par rapport peut-être à la possible chute des Jedi ou voilà. Mais j'en sais pas plus en fait. Ça c'est juste une pure théorie. Et donc du coup sur les deux arcs, moi le premier, j'ai trouvé un peu pompeux. Voilà, c'est bon, on l'avait compris déjà la dernière fois, on se bat contre les Drengir. Pour moi, on devait passer à autre chose. Je préférais que ça soit plus concentré sur les Nihil, qui est quand même le cœur de la problématique de la Haute République. Et par contre, le deuxième arc, celui où justement ils font l'infiltration, ça j'ai trouvé très bon. Et au tout départ, j'ai vraiment cru que nos deux Jedi en fait avaient changé de camp pour de vrai. C'est là où je me suis fait avoir par le truc, j'avais pas bien compris. Et moi, dans ma tête, j'ai cru qu'il y avait une ellipse temporelle énorme. Mais et je crois qu'il y a une ellipse. Hein. Il y a une ellipse entre Oui, mais je me suis imaginé que dans cette ellipse temporelle, parce que je savais que j'étais plus à jour dans les romans, et je me suis dit, si ça se trouve, dans les autres romans, les mecs, ils ont viré Nihil pour je sais quelle raison, ils se sont engueulés entre frangins, elle a renié les Jedi, et donc j'ai commencé au début où j'ai lu le truc, à me faire tout un scénario, à me dire, ça y est, les mecs, ils sont avec les Nihil, ils veulent se battre contre leur pote de Jedi, ils se sont retournés à l'Anakin. Et en fait, j'ai compris en fait la fin qu'après. Alors peut-être que j'étais pas assez concentré au départ, je sais pas, s'il y a des trucs que j'ai pas capté. Non, Tom, la construction de l'épisode en fait est faite comme un épisode, comme on le voit souvent en comics. On arrive dans une situation donnée et puis au fil de l'épisode, il y a du rétropédalage pour nous expliquer en fait comment on en est arrivé là. Et tout l'épisode, tout cet épisode sert à nous dire, en fait, vous avez vu. C'est bien une mission de Jedi où tout le monde est d'accord pour y aller. Ils récupèrent donc des vaisseaux Nihil qui ont été abandonnés par les Nihil
et ils se mettent sous couverture d'une tempête, donc d'une armée, d'une flotte Nihil, dont le dirigeant a été tué par Lournadi dans un des romans. Au lieu de se déguiser en Stormtrooper, il se peigne le visage finalement. C'est ça. Voilà, et donc, voilà. Mais au moins, c'est vraiment connecté à ce qu'on a lu en roman. C'est plutôt bien amené parce que tu avais l'impression que vraiment les mecs, c'était vraiment, ils avaient vraiment vrillé. Enfin, et donc, tu comprends, ah ouais, d'accord, ça j'aime bien d'un point de vue scénaristique, quand tu as des petits twists comme ça, je trouve que c'est plutôt bien vu. C'est surprenant. Ouais. Oh, excuse-moi, mais parce que oui, quand tu commences ce numéro, tu vois bien qu'elle est nihil, du coup tu te poses la question, mais la page d'après, en fait, il t'explique, tu as le flashback sur le pourquoi, donc finalement, tu n'as pas vraiment de surprise, finalement. La page d'après, ouais, alors, je sais plus, je sais pas combien de temps ça m'a fait ça, si tu veux, je l'ai lu assez vite, mais allez, je me suis interrogé un moment. Et donc, mais moi aussi, j'ai eu la même réaction que toi, et pourtant je l'ai relu, et même à la relecture, je me suis dit, attends, comment ça se fait que... Et après, oui, quand j'ai défilé les pages, je me suis dit, oui, c'est vrai, on revient en arrière et ça nous explique pourquoi. Et vous avez dit un truc intéressant, Jean, quand tu as fait ta présentation, tu as dit, il y a un petit peu, en gros, la cover versus les valeurs. Et je trouve que c'est clairement ça l'enjeu du truc. Et là, tu es sur une histoire qui a du fond. C'est-à-dire que, à savoir, tu es devant des dilemmes que nous tous, on a des fois. Hein, tu es dans des situations où moi, des fois, je suis emmerdé parce que je suis tiraillé des deux bouts et on voit bien que les gars sont tiraillés. Et en plus, ils n'ont pas 15 jours pour y réfléchir. Moi, ça m'arrive des fois, j'ai des situations qui me tiraillent un petit peu. Mais voilà, j'ai le temps de décortiquer, puis de trancher. Là, tu es pris entre les deux et tu sais qu'il faut que tu raisonnes vite et que ça aura un impact à long terme, soit sur si tu trahis tes propres valeurs, c'est quand même problématique, hein, parce que après, il faut vivre avec. Et en même temps, si tu trahis tes potes ou tes Jedi, potentiellement, tu peux les faire tuer, voire tu peux mourir. Donc, tu es vraiment pris sur un truc où il faut réagir vite. Bon, quelque part, par rapport à ce dilemme-là, le Hutt les aide, puisqu'il les trahit. Donc, comme ça plie le truc. Surprenant. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que le Hutt, qui a compris en fait qu'ils essayaient de faire un truc pour le sauver, il aurait pu jouer le jeu jusqu'au bout, mais comme c'est tellement une enflure que même si ça pouvait être à son avantage, il les trahit quand même. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait digne d'un Hutt, de réagir comme ça. Donc, je trouvais que c'était plutôt bien caractérisé. C'est rigolo de les voir se faire électrocuter. Et juste, moi, c'est le truc qui m'a amusé. Il y a aussi pas mal d'aliens là-dedans. Et il y a un plan aussi qui m'a pas mal fait marrer. Je sais pas si vous voyez, il y a un moment, les mecs, ils arrivent avec les lunettes de soleil à la fin. Je sais pas si vous voyez un peu en mode réservoir dog. Mais il y a dedans, il y a une espèce de chadrafane ou un raton. Ils ont des gueules trop bizarres pour que ça fasse stylé. Je trouve que ça faisait un brin kitsch, mais rigolo en même temps. Et on voit la tête de Lournadi qui, quand elle arrive avec son masque, grosse classe, tu te dis vraiment, tu vois, le design elle a un côté, est énorme. Voilà, elle a un côté vraiment femme fatale, mais bad boy. Et putain, quand elle enlève le masque, la gueule qu'elle a, elle est immonde, on dirait une vieille sorcière dégueulasse. Je vous la montre, je sais pas si vous l'aviez, mais regardez la tronche qu'elle a. Et tout d'un coup, ce côté personnage hyper classe, quand elle arrive avec le masque et tout, tu te dis, toi, t'as bien fait d'aller chez les Nihil. Moi, j'aurais fait exactement pareil, parce que elle est vraiment très, très, très vilaine. Hein. Vraiment, elle est immonde, quoi. Et d'habitude, les Twi'lek sont plutôt des personnages esthétiques. Alors là, franchement, chapeau, quoi, parce que voilà, on lui voit pas trop d'autre destin que de finir Nihil, quoi. Donc voilà. En vrac, je sais pas si vous voulez rebondir, peut-être qu'on reste sur cette deuxième issue, comme je suis parti un petit peu détaillé dedans, puis qu'après on repart sur les Drengir. Ouais, moi je voudrais rajouter que le personnage du Chadrafan, c'est un personnage qu'on a dans le roman aussi, qui est que j'ai pas lu du coup, que tu n'as pas encore lu, qui est l'espèce de scientifique en fait, ou de maître torture si on veut. Et je ne sais plus par contre s'il meurt ou pas. Donc, Chadrafan, je suis pas aussi calé niveau alien que vous. C'est le gars dans son armure avec le dôme rouge, c'est ça? Non. Le Chadrafan, c'est une espèce de chauve-souris, qui a juste des grandes oreilles, un peu comme une chauve-souris. Et le personnage donc dans l'armure qu'on retrouve aussi dans le roman, qui est bien décrit avec son armure, etc. Ce sont les chefs un peu, les amiraux si on veut, qui vont un peu se déchirer. Donc, alors moi, concernant ce volume, j'ai trouvé que justement ce système hybride d'avoir un peu deux histoires était un peu surprenant. Alors on est d'accord que je vois pas comment Panini aurait pu faire un album relié autrement. Hein.
on est d'accord que les 3 premiers épisodes suffisaient pas pour faire un volume librairie entier. Mais donc ça crée un mélange un peu étrange quand même si ça se passe quand même dans la même période, puisque ça se passe après l'attaque sur Valo. La première fois que je l'ai lu, j'avais pas lu le roman. Je dois dire que j'avais raté. Alors, ça m'a spoilé qu'il y avait une attaque sur Valo, c'est vrai. Mais à la lecture du roman, ça m'a donné encore plus envie d'arriver à l'attaque sur Valo. Notamment parce qu'en plus, dans le roman, on est vraiment sur cette tension où on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et donc, c'est très, très bien écrit. Et moi, sachant qu'il allait y avoir une attaque, vraiment, voilà. Donc ça y fait référence et c'était super sympa. Et à la fois, donc, sur les événements qui se passent après Valo, qui sont liés au Nil et qui amènent à la deuxième partie. Finalement, cette deuxième partie, c'est vrai que je l'ai trouvée plus intéressante. Je sais pas si... en fait, ce qui m'embête dans ce volume, c'est que je sais pas où on veut aller avec ces histoires. C'est que j'adore Skir, j'adore Skiv, j'adore le fait de voir Riz et Maître Comac. J'adore qu'on voit Varkris, qu'on voit Lornadi. Vraiment tous ces personnages. Orla Gélani, qui est ma Jedi préférée de la Haute République. Mais j'ai du mal à comprendre. Alors, c'est vrai qu'il y a ce côté, on ferme le tiroir avec les Drengir. Enfin, en tout cas, on semble fermer un tiroir avec les Drengir. Et je me dis, finalement, c'est pas plus mal parce que ça permettra de se reconcentrer sur l'essentiel. Mais il y a quelque chose quand même qui me pose question sur qu'est-ce qu'on veut faire avec cette série. Donc, moi, j'ai pas lu après. Hein. J'ai pas été... Alors, c'est vrai que je vais feuilleter les épisodes VO, mais comme je ne les lis pas, j'ai pas forcément le background et je comprends pas, même des fois juste au feuilletage, je comprends pas ce qui se passe dedans par rapport à ce que moi j'ai déjà lu. Donc j'ai du mal à vraiment voir ce qu'on veut faire avec ces personnages et où est-ce qu'on veut les amener. D'autant que Skiff, par exemple, est pas du tout mentionné dans les romans, ce qui me dérange un petit peu parce que tous les autres personnages, même Maître Marus, on va les retrouver vraiment dans les romans, et sauf Skiv. Et à chaque fois que je lis un roman, je me dis, mais quand est-ce qu'on va voir Skiv? Parce qu'au final, je l'adore. Je trouve qu'en plus, elle a un design vraiment trop cool. Et là, je vois vraiment pas ce qu'ils veulent en faire. Il y a vraiment juste un truc qui m'a beaucoup intéressé, sur lequel vous n'avez pas insisté, messieurs. C'est que quand Skiv et Maître Skir font la connexion en fait sur le plan astral Drengir, effectivement, Skiv va avoir des visions, alors comme des visions de la Force. Et elle va découvrir un personnage, alors qui avait fait à l'époque, je me souviens, un peu, ça avait un peu défrayé la chronique parce qu'on nous montrait, donc je l'affiche à l'écran, il est vilain, un seigneur Sith qu'on ne connaît pas, d'une race alien qu'on ne connaît pas, qui est Balafré, qui va attaquer donc l'espèce de projection astrale de Skiv, avec son sabre laser rouge, et on va le retrouver même un peu, on va aller plus loin, et on va retrouver une autre vision de la Force. Alors, c'est pas celle-ci. On va retrouver une autre vision de la Force où on va le voir accompagné des fameux personnages qu'on voit dans la saison de Clone Wars, que Yoda, en fait, va chercher à l'autre bout de la galaxie. Alors, je sais pas si c'est exactement les mêmes, mais ça semble être en tout cas la même espèce, et puis le même style de personnage. On dirait, tu sais, l'orque blanc dans le Hobbit. Ouais, alors je suis pas du tout. Non, tu les as pas vus, toi. Non, je les ai pas vus. Il court après les nains au départ dans le premier du Hobbit. Il y a quelque chose. Et donc on a ces apparitions de la Force qui, moi, me laissent pantois dans le bon sens pour le coup, parce que ça, j'ai vraiment ils ont des trucs à amener derrière. Exactement. Ils font des placements. Ouais. Voilà, il y a des placements, on pose des jalons, on va peut-être en faire quelque chose après, et si les Drengir sont reliés à ça d'une façon ou d'une autre, et est-ce que les Sith les contrôlent ou d'une façon ou d'une autre, ils participent à la montée des Sith, je me dis qu'il peut vraiment y avoir un truc sympa. Et puis, sachant qu'à cette époque, je te coupe, mais juste, sachant qu'à cette époque, ils ont déjà la règle des deux, donc des Sith, on n'en a que 2 là. Ah bah largement, parce qu'on est... Donc là, tu es sur un des 2. On est 160 ans avant l'épisode 1, donc il reste 2-3 seigneurs Sith avant Palpatine. Ouais, mais ils sont pas censés montrer le bout de leur nez, parce que normalement, tout le monde est persuadé qu'ils les ont éradiqués. Donc, il faut pas trop qu'ils se montrent, les mecs. Ouais, mais sauf que techniquement, c'est pas lui qui montre le bout de son nez. C'est l'espèce de côté obscur dans lequel traînent les Drengir qui amène la vision qui permet à Skiv de voir ce personnage. Et d'ailleurs, elle le voit en vision,
et on n'a aucune mention après de est-ce qu'elle en a parlé au Conseil Jedi, est-ce qu'il y a un débriefing autour de ça. Non, non, on attaque directement, on enchaîne sur les Nihil. Voilà. Donc moi, c'est vraiment je dirais le seul côté vraiment qui m'a intéressé. Ce que j'ai bien aimé, c'était la bataille avec les Drengir, la bataille finale, parce qu'on a, donc je l'ai aussi en photo, on a vraiment tous les Jedi qui s'allient, qui font à nouveau, comme tu le disais tout à l'heure, cette connexion à travers la Force qui les rend beaucoup plus forts, qui permet de se coordonner, et ils sont vraiment, je les trouve vraiment majestueux, tous ensemble, là, avec leurs couleurs différentes. Orla Jelani, comme je disais tout à l'heure, qui est mon personnage préféré de tous ces mecs. Donc voilà pour mon avis. Donc plutôt content, sans être totalement vraiment, sans avoir trouvé ça palpitant. Voilà. Pour rebondir sur le site et toute cette vision de la Force, il n'y a pas mention de son nom encore, si je ne me trompe pas. Non. Donc il n'y a pas encore mention de son nom. Ok. Donc parce qu'en fait, je vais essayer d'en parler, mais sans spoil, évidemment, quoi. Mais c'est parce que là, je crois qu'il y a la mention du Nightmare Conjunction. C'est une espèce d'événement qui est apparu apparemment des années avant. Oui, je ne sais plus comment on dit en français. Conjonction cauchemar. C'est en fait une espèce de catastrophe cataclysmique qui s'est passée genre il y a super longtemps. Il y a super longtemps, mais donc moi ce que j'imagine, c'est que c'est vu que la deuxième phase de la Haute République se passera donc 200 ans avant, ils me parleront de la bataille de Jeddah justement qui est mentionnée dans quelques romans et donc moi j'imagine de cette Nightmare Conjunction là qui pourrait peut-être expliquer. Donc vu que c'est un événement passé encore obscur dans l'univers, je sais pas. La bataille de Jeddah a été annoncée à Célébration, enfin un roman, un livre audio je crois même. A été annoncé pas plus tard que ce week-end. Donc on va l'explorer. Parce que c'est pareil, ça c'est que des petites mentions que Cavan Scott et les autres auteurs ils te mettent ça et là. Donc tu es là, tu avais un dialogue genre t'es à la bataille de Jeddah, tu es là bam, mais tu sais pas du tout ce que c'est comme bataille et qu'est-ce qui s'est passé. Là pareil, ils te mettent hop là, la Nightmare Conjunction, et tu es là, mais c'est quoi en fait et apparemment c'est un événement que Cavan Scott, donc l'auteur du comics, avait déjà utilisé pour l'audiobook Doku Jedi Lost. Donc, il a déjà parlé de ça, de cet événement pendant c'était un audiodrama, si je me rappelle bien. Oui, un audiodrama qu'on n'a pas encore eu la chance d'avoir en français. Ok. Et donc c'est quand Doku parlait, il faisait la mention des Lost 20, là, les 20 Jedi qui étaient disparus et qui avaient abandonné l'ordre et tout. Voilà, les égarés, les fameux. Et donc, il y a un lien avec ça aussi, apparemment. Apparemment, c'est que des assumptions, ça, des suppositions. Des suppositions, voilà. Donc, voilà. Donc, sur ce flashback-là, j'ai hâte d'avoir la phase 2, là, pour voir s'ils vont développer sur ça, quoi. Parce que c'est vrai que c'est assez intriguant, là, toute ce partie-là. Voilà, je sais pas. Thomas, au final. Non, moi, je crois qu'on a fait à peu près le tour, là. C'est ça, il y a... Vas-y. Parce que là, j'allais dire, il n'y a pas tant que ça à dire. Alors, vas-y. Pas du tout. J'ai pas encore donné mon avis, mais en plus, non, j'ai des tonnes de trucs à dire. Là, je vous écoutais, mais déjà, on n'est pas revenu sur les auteurs. Parce que, alors, moi, je voulais absolument parler des auteurs. Donc, voilà, déjà, Cavan Scott. C'est pour ça que c'est connecté avec le roman. Voilà, déjà, Cavan Scott, qui est donc l'auteur, tu viens de le rappeler, donc de ce comics et de The Rising Storm, du coup. Donc, connexion. Et c'est Cavan Scott, le fameux qui était accusé, si je ne me trompe pas. Tu l'as vu, toi, Tom, en chair et en os, du coup? Oui, il était accusé. Je l'ai vu. Ouais, alors je l'ai dû le voir, mais là, je ne l'ai pas tilté comme je n'avais pas lu vraiment ces romans. C'est pas comme quoi il y avait Claudia Gray, où là, j'étais super content. Puis en plus, j'étais un peu à la bourre. Donc... Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc le fameux Cavan Scott qui était accusé, donc on va pas le représenter, hein, c'est un des 5 grands auteurs et qui a fait son pied dans le canon Star Wars. Maintenant, là, il a beaucoup d'œuvres à son actif, dont The Rising Storm, comme tu as dit, mais plein d'autres auteurs, plein d'autres œuvres comme souvent jeunesse d'ailleurs, les High Republic Adventure, les Star Wars Adventure, tout ça quoi. Et donc Doku Jedi Lost, c'était lui aussi déjà. Et alors par contre, moi c'est au dessin que ça va pêcher parce que si vous vous rappelez bien, dans le commun, on avait pas parlé. Voilà, donc on avait le main, donc c'était Aryo Adindito, donc l'Indonésien, qui était au dessin, qui était un dessinateur relativement débutant, mais qui se démerdait bien. Nous, on avait beaucoup aimé les dessins du premier tome. Donc c'est lui qui avait fait tous les dessins des 5 issues du premier tome, mais là, il fait que 2 issues sur 5. Voilà, alors c'est dommage parce qu'on l'aimait beaucoup, comme j'ai dit, mais le problème, c'est que là, on a un nouveau dessinateur qui s'appelle Georges Gentil, qui fait 3 issues sur 5, donc les 3 autres. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez parlé, mais moi, à part alors je trouve ça vraiment très, très... Enfin,
je vais pas dire moche, mais moins accrocheur, on va dire, pour être plus gentil, que Anindinto, malheureusement. Ce gentil. Alors gentil, c'est rigolo parce qu'il a un nom. Il s'appelle Gentil comme Jean, quoi. J-E-A-N. Donc ça m'a Comme fait toi. rigoler, mais c'est le seul point là. Et c'est le seul point positif qui m'a fait Ouais, rigoler parce que les dessins de Gentil, il est vraiment à côté de la plaque. Alors, je sais pas si c'est lui. Alors, je vais afficher une image. Je sais pas si c'est lui, mais je trouve que c'était une image qui caractérisait beaucoup la médiocrité des dessins qu'on a pu avoir dans ce volume. Exactement. Donc, un dessin d'Avarkris qui est vraiment particulière. Alors, moi, je dois dire. Ouais, c'est au tout début. Je dois avouer que j'ai pas fait attention en fait du tout au dessinateur. Pour moi, il y avait le même style dans tout le volume, si ce n'est qu'il y avait des parties qui étaient moins bien caractérisées que d'autres. Donc je pensais qu'en fait c'était le même dessinateur et qu'il avait pas et qu'il avait rushé en fait tout simplement. Donc voilà. Mais moi alors j'étais déjà pas fan du style sur le premier volume et malheureusement je suis toujours pas fan du style sur le deuxième. Donc c'est sûr que graphiquement ça plus le deuxième dessinateur, ben oui, ça va grièvement affaiblir la note à ce niveau-là. C'est surprenant que tu as pensé que c'était le même, parce que ça m'a flagué direct. Après, c'est vrai qu'on les lit en issues un par un, quoi. Donc peut-être que là, c'est vrai que j'ai commencé la nouvelle issues et bam, j'ai vu le truc. Alors ouais, si je dis pas de bêtises, lui, il commence direct, ouais, dès le numéro 6, le premier numéro du tome. Tu commences direct, et moi, quand j'avais vu ça, j'étais là. Pourtant, c'est un dessinateur, c'est George Gentil, donc c'est un Américain qui a de l'expérience. Il a fait du Buffy, du Serenity, il a fait du DC, du Marvel, il a énormément d'expérience, plus qu'à Nindito, du coup. Mais moi, je sais pas, j'accroche vraiment plus à Nindito. D'ailleurs, tu l'as vu avec ce dessin d'Avar. Il n'y a pas que Avar, hein, il y a plein de visages. Niveau visage, il est vraiment pas bon, quoi. Enfin, les visages humains, pas méchant, en fait, à la limite, quoi. C'est. Ouais, je sais pas. J'ai vraiment pas accroché. Je trouve ça dommage. Quoi. De quoi, pardon? Non, je disais Georges Gentil, c'est pas méchant. Il est pas méchant. Ouais. Pas mal. Ouais. Au moins, on peut rigoler de son nom. Au moins, il y a ça. Quoi. Ouais, c'est vrai que quand tu expliques ta vanne, tu sais qu'elle est foirée quand même. Non, mais tu vois, sur le coup, mais j'avais pas entendu parce que je parle en même temps que toi. En fait. Mais très bonne. Et du coup, ouais, pas qu'au niveau des coloristes, je sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau des. Que ce soit les inkers, les encreurs, les coloristes et les lettreurs, il y en a 36, quoi. Je crois qu'il y a 3 coloristes, 3 lettreurs, 6 encreurs. C'est le bazar. Alors que le tome 1, t'avais ton scénariste, ton dessinateur, ton encreur. L'éditeur d'Avar, c'est pas bon film quand même. Ah ouais, mais là, c'est un truc de fou. Et c'est dommage parce qu'il y a une coloriste que j'aimais bien qui s'appelle Annalisa Leoni. Alors, elle qui a un très joli prénom aussi, Annalisa. Mais je la trouvais très bien sur la colo du premier tome, justement. Je trouvais la colo un peu flashy et super accrocheuse. Et moi, j'aimais beaucoup le combo. Et en plus, elle est super forte en analyse. Tu vois, ça fuse. La soirée, j'espère que vous vous régalez parce que. Donc voilà, moi c'était un peu un point que je voulais absolument en parler parce que je trouve ça vraiment dommage que ça soit pas Anindito qui fasse trouver un jeu de mots sur ce nom-là, imprononçable. C'est plus dur. Ouais. Ouais, donc ça c'était un gros point noir. Voilà, je voulais en mentionner 2 mots. Voilà. Mais c'est vrai. Alors je te rejoins complètement. On a les dessins, c'est vraiment la partie très très faible du volume, quoi. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que tu retombes sur du Anindito, du coup, alors tu as Gentil qui fait le 6, qui fait le 7, qui fait le 8, je crois, et voilà, et le 9, voilà, c'est le. Non, c'est le 8, voilà. Le 8 où tu as la baston où tu voyais justement tous les Jedi s'allier contre les Drengir. Là, tu vois que c'est quand même plus joli, quoi. Tu les vois tous, là, tu vois enfin Avar bien dessiné. Non, c'est vraiment. C'est marrant que tu n'aies pas vu la différence, parce que moi, c'est le jour et la nuit, quoi. Dès que je passe de l'un à l'autre. J'ai vu une différence. J'ai vu une différence, puisque pour moi, il avait rushé le début du volume et il s'était plus appliqué sur la fin. Au milieu. Mais j'ai pas fait du tout attention que c'était un dessinateur filler en fait. D'accord. Voilà. Ouais. Et il revient d'ailleurs le Gentil là sur le dernier numéro, le 10, et pareil, c'est lui qui a dessiné. C'est pour ça que quand tu dis que c'est à nouveau plus faible. Ouais. Voilà, que Lourna a une sale tête, c'est que je sais pas si on l'a vu ailleurs d'ailleurs. Là, je me pose la question. C'est dingue que les mecs se soient pas démerdés. Alors, quitte à faire 3-2, de les avoir 3 pour un run et 2 pour l'autre, quoi. Ouais, mais c'est toujours comme. Toi qui lis des comics depuis longtemps, Thomas, tu sais que c'est quand même toujours comme ça. Et il suffit de pas grand-chose. Il suffit qu'il ait eu le Covid et qu'il soit alité pendant 10 jours et tu as besoin d'un filler pour qu'il puisse reprendre le fil. Des fois, ça tient à pas grand-chose. Hein.
Ah, mais Ouais, là c'est mais pas plus ça, le c'est à fait que cause de ça la soit c'est à cause de la contrainte mensuelle. Parce que quand ils Ouais, ont leur premier arc, bah, généralement, ils ont un même gars, un même dessinateur, oui. un même Bah, parce qu'il a scénariste. été dessiné à l'avance, donc en général, le premier Voilà. arc, les 6 épisodes sont déjà prêts. Mm. Ouais, Donc, mais du coup, c'est quand même dommage cette contrainte. Moi, je préférerais que les mecs disent prennent bah leur temps. ouais, on aura un mois de retard, c'est pas grave, et puis toi, on donne une continuité quoi. ouais, moi je suis pas fan, hein. Surtout, alors là, attention, parce que pour la Haute République, il y a encore un petit côté particulier. C'est que tout ça est en lien avec les romans jeunesse et les romans young adultes. Donc il y a quand même il faut que ce soit cohérent. Alors nous, évidemment, en France, c'est un peu différent parce que tout ça est collecté. Mais je veux dire, quand tu regardes le planning de parution VO, quand les épisodes, les issues sortent, c'est coordonné pour pas spoiler ou pas trop en avance d'un roman qui arrive ou voilà. Donc il y a quand même une logique à respecter aussi. Encore plus peut-être sur une série comme La Haute République, là où peut-être effectivement un Spider-Man ou un Batman, à moins qu'il soit empêtré dans un crossover, s'il a un mois de retard, c'est encore pas trop grave. Je veux dire, on peut faire un autre épisode dans l'intervalle, quoi. Ah, c'est vrai. Mais là, il y a vraiment une continuité dans l'histoire, donc c'est important à prendre en compte, hein. Ouais. Bah, c'est dommage qu'ils aient pas choisi un dessinateur, un meilleur dessinateur en fait, quoi. Ouais. Parce que qu'il n'y ait pas le même style, c'est pas grave, c'est juste qu'il soit au moins au Mais niveau, je le répète souvent, hein, vous m'entendez faire le vieux bougon rabat-joie, mais on a trop peu de dessinateurs AAA sur du Star Wars. Or, Star Wars, ça mériterait vraiment d'avoir des mecs qui, voilà, ouais. Mais ça, ok, qui mais envoient là, le bois, je suis ok, mais pas à 100% d'accord avec toi parce que Oui, je sais, parce que c'est un débutant et je trouve que c'est ça. C'est vrai que tu mais accroches parce que au style, mais voilà, j'accroche j'allais plus dire à parce que ses toi, dessins. tu vas préférer les dessinateurs qu'il y a actuellement sur Star Wars. Là où moi, je vais être beaucoup plus critique avec eux. Et pour moi, aucun ne sont des AAA. Et je peux concevoir que sur un Dr. Aphra, on ait des dessinateurs un petit peu en dessous, ou sur une série comme Bounty Hunter. Et finalement, je me rends compte que c'est Bounty Hunter qui est graphiquement la plus... Oui, Lucross, il est capable de faire du très bon aussi, Lucross, quand il sort les doigts. Après, tout dépend aussi des coloristes et des encreurs qu'ils ont, ça joue aussi. Donc voilà, donc c'est faisable. Voilà, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Et pour finir, pour le côté artiste, je sais pas ce que vous avez pensé des covers. Moi, j'ai même parlé des covers un petit peu, entre les régulières et les Francis, variantes. c'est pour toi, le petit point cover. Donc Francis, t'en as pensé quoi, toi, des covers? Francis n'est pas parmi nous. Non, malheureusement. Mais par contre, je vois... les covers, elles sont hyper efficaces, hein. Si vous voulez, je fais l'accent québécois et puis je dis des commentaires, quoi. Et ce qui est cool, c'est que tu nous as montré ça avant en off, Thomas, mais le tome de Panini a donc les covers, enfin, les alternatives covers, les variantes covers, pardon. Moi, ce qui me fait marrer, c'est les blisters de figurines. Ça, je trouve j'adore. Ouais, c'est super ça. Ouais, c'est excellent. Ils font ça sur Marvel aussi, moi j'adore. Les jumeaux-yel, bof, elle est pas très belle. Et les deux là, par contre, si t'aimes bien Orla, voilà, tiens. Ah, j'adore Orla. Après, ça, c'est des variantes cover. Après, même les régulières, hein, je les trouve. Je sais pas, tu as le nom de l'artiste cover C'est Phil Noto. Oui, c'est Phil Noto, j'allais le dire. Parce que ça ressemble vraiment à du Phil Noto. Et je pas sur les variantes, par contre. Hein. Non, sur les régulières, Thomas. Il fait les régulières. Et je les trouve toutes magnifiques, ou quasiment toutes magnifiques. Quasiment toutes, ouais. Elles sont très très jolies. Donc, voilà. Et comment? Ouais, je voulais mentionner le fait que Gentil, justement, il fait 2 couvertures et ils sont très jolis. Donc Gentil est meilleur à la couverture que dans les autres. Ouais, qu'à l'intérieur. Oui, c'est normal parce que en général, tu soignes beaucoup plus ta couverture. Évidemment. Et la variante 6, je sais pas si tu connais, toi, Peach Momoko. Vous connaissez, vous êtes 2 grands lecteurs de comics, mais c'est Peach Momoko, c'est une autrice japonaise, donc qui fait une des variantes du numéro 6. Et elle fait Demon's Day chez Marvel. Je sais pas si vous avez lu Demon's Day en ce moment, qui sort chez... C'est juste magnifique. C'est elle qui fait le scénario, le dessin et tout, quoi. Et c'est juste un chef-d'œuvre. C'est une de mes plus grandes claques comics. C'est Demon's Day. Ouais, non, je sais plus. Non, c'est Kiv. Non, c'est la numéro 6. C'est pas forcément, hein. Parce qu'en variante, des fois, il y en a plusieurs sur chaque numéro. En variante, j'ai Javier Garonne qui fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, mais ils l'ont pas mis. Je sais pas si tu vois, c'était une Kiv qui avait un espèce de papillon dans la main et qui était assise et qui était en pose avec un papillon. Non, bon, dommage. Bref, c'est très joli. Et donc, moi, je vous recommande, c'est Demon's Day. Ça n'a rien à voir avec Star Wars, mais c'est chez Marvel. Et c'est un peu. Elle a pris les héros Marvel et les a retranscrits dans un Japon médiéval fantastique. Donc, tu retrouves Wolverine, Psylocke, Black Widow, mais en mode. Qui ont absolument rien à voir avec
leur version Marvel, mais en mode voilà, Japon féodal fantastique avec des yokai et tout, c'est génial. Et ça me fait penser, je vais être à moitié hors sujet, mais le Star Wars Vision qui était fait uniquement par des studios japonais, cette fois-ci va être fait par des studios européens de tous les continents. Alors il y aura européens, donc il y aura l'Inde, aussi, il y aura l'Inde, il y aura un peu l'Amérique du Sud aussi. Ouais, je me demande s'il n'y a pas l'Afrique aussi. Ça me dit rien, mais j'avais l'impression qu'il y avait tous les continents, quoi. Et tu parles de Vision saison 2, c'est ça? Ouais, oui, exactement. Et je trouve ça cool. Si on a un studio français, par exemple, sans faire de chauvinisme, ça peut être sympa, tu vois, de voir leur vision. Leur vision, alors, exactement. J'ai retrouvé cette couverture donc, que j'affiche à l'écran pour ceux qui nous regarderont sur YouTube. Donc là, voilà. Effectivement, vraiment magnifique. Et il y a un côté onirique qu'on n'a pas du tout à l'intérieur du volume non plus. Voilà. Mais vraiment très très beau. Donc ouais, voilà. Big up au cover. Est-ce que, messieurs, vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe aux notes? Oui, attends, j'avais 2-3 trucs là. Vas-y. Vite. Voilà, tu veux me casser mon délire parce que je voulais qu'on finisse avant 1 heure, mais on ne finira pas avant 1 heure. On doit faire un cadeau si jamais on fait moins d'1 heure. On a 30 secondes. On a 30 secondes. Est-ce qu'on peut faire ça, tenir ça en 30 secondes? Non, mais c'est des détails à. Non, vas-y, on prend le temps. Je me dis que comme ils ont fait 1h20 sur la dernière émission, je me suis dit, bon, on peut déborder un petit peu. Non, c'est juste, je voulais me profiter que Tom soit là, spécialiste alien, que, je sais pas si tu as vu, il y a une espèce de race, espèce de serpent docteur qui essaie de soigner Skir dans le Star Bacon. Oui. Dans les premiers le docteur du flambeau stellaire. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette race? C'est vachement intéressant, c'est l'espèce de petits bras mécaniques. Ouais. Et alors attends, j'ai le nom. Je l'avais tilté sur le moment et il y a une espèce de visière casquette. Ouais. Et donc les anacondans, ça s'appelle. Je sais pas si c'est une race. Tu peux la remontrer, Thomas. Je t'ai mis en grand. Voilà. C'est ça. Voilà, on le voit. Ouais, je l'ai tilté sur le moment, mais pardon. Mais oui, je l'avais matché aussi. Ouais, voilà, le docteur, voilà, Ginolé. Donc ça, je trouve ça rigolo, c'est une race vraiment serpent, quoi. C'est vraiment un serpent sans rien, ça fait un serpent avec, comment t'appelles ça, conscient. Un exosquelette. Je sais pas comment il fait pour soigner avec ses petits bras, quoi, par contre, mais... il a des machines qui font pour lui. Exactement. Ouais, il a un exosquelette et puis une espèce de casque qui probablement lui permet, je sais pas, de respirer, se protéger de quelque chose. Avec des espèces de petits bras mécaniques qui lui permettent de faire autre chose que... Ouais, mais la race, si tu vas sur Wikipédia, c'était vraiment... à la base, il n'est pas fait pour être chirurgien, quand même, le gars, quoi. Non. Donc ça, c'était rigolo, quoi. Non, après, il y a plein de trucs. Il y avait... qu'est-ce que je pourrais mentionner j'ai beaucoup aimé, moi, le côté horreur des Drengir, quand tu vois les Drengir qui prennent possession des gens, c'est vraiment par tous les pores, quoi. Elles sont... c'est comme des tentacules qui te rentrent par tous les trous, quoi, du coup. C'est assez trash. Ça me fait penser à quelque chose qu'on a déjà vu. Ça me fait penser à Groot, voilà. J'étais en train de le chercher. Groot qui fait un peu la même chose, alors pas au même niveau, mais effectivement. Ouais. Alors, on note maintenant? Allez. Allez, vas-y, Thomas. Alors moi j'y vais, je commence déjà parce que c'est de la Haute République, donc quelque part on a ce gros fil conducteur et cette nouveauté qu'on n'attend pas. Un premier arc qui est un peu faiblard, j'ai trouvé. Le dessin qui est pas toujours ouf, mais le deuxième qui est plus cool. Après, Haute République, moi je vais lui mettre un 14 quand même, parce que c'est agréable à suivre, mais c'est pas tant la qualité du tome, c'est le fait de l'intégrer dans cette grande continuité qui le survalorise. Ça aurait été un one-shot, je lui mettais 11, mais le fait qu'il soit intégré et qu'on retrouve ses personnages, c'est ça qui lui donne sa force. Et donc, c'est pour ça que je mets un 14. Et donc, en gros, je conseillerais de l'acheter. Jean. Attends, juste avant, là, je viens retrouver des notes concernant les races aliens. Je sais pas si tu as vu, Thomas, alors ça s'appelle des Frosiens, apparemment. C'est une race inédite où tu as une espèce de chat. De quoi? Libéré... Ah, mais d'accord. Mais pareil, encore une fois, tu as parlé dessus, du coup. Ce soir, les vannes, j'espère que vous appréciez, hein, comme nous on apprécie. Ah non, Yotake. Non, mais c'est l'espèce de race chat, là, avec des espèces de poils partout, et qui a un nom, mais imprononçable, à Nurabakaragana.
Il a un nom qui fait 2 Black kilomètres. Cadavre, Ouais, qui pilote les vaisseaux là. C'était, moi, ça m'a fait rigoler parce que. Et puis, c'est genre Avar quand elle l'appelle, elle nomme évidemment, tu t'imagines qu'elle arrive à le prononcer d'une fois. Mais là, ouais, c'est un nom à. T'as 12 syllabes dans le nom. Ah, Et donc, les ouais, c'est petits les avec les Frosiens. poils sur les côtés, là. Ouais, avec espèce de poil de chat, ouais, avec poil sur les côtés, là, tête un petit peu Celui-là, là. triangulaire. Non. Non, c'était pas un Nil, je crois que c'était un Jedi, parce qu'il était sur Starlight Bacon. Mais bon, bref. Donc, Ah oui, ça c'est arrive. le maître Marou, non? Non, Maru, ça c'est un alien avec ses Non. cornes et qui est devant ses ordinateurs. Non, c'est vraiment un alien un Jedi, pardon, tertiaire, secondaire. Là, oh là, là, j'ai plus la page. Écoute, je cherche ça en attendant et puis je te. Et ta note? Voilà. Et non, mais avant ça, il y avait aussi l'alien lapin. Je sais pas, t'as pas mentionné l'alien lapin, la race de Jackson, là. Comment ça s'appelle? D'accord. Les Lépis. Les Lépis qui fait une petite apparition, c'est parmi les Nihil, si je me rappelle bien, sur Alors, l'avant-dernier attends. dernier numéro. Parce Où, que. c'est le lapin qui se fait massacrer d'un tir dans la tête, d'ailleurs, assez violent pour du Star Wars. Effectivement, oui, maintenant que tu me dis, ça me le dit quelque chose. En Non, tout il est début pas de dans numéro ceux que 10. j'ai. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas en photo. Bon, Et t'as c'est un vu petit aussi lapin. un espèce de chopper à un moment. Dans les- Ouais, dans c'est les- un astromécano. Il m'a fait penser à Ouais, Chopper. Mm, mm. Et on en profite pour dire que Chopper sera dans la série Ahsoka. On l'a vu en vrai, il existe. Mais Et on il l'a déjà existait vu, déjà non, dans Rogue One. Hein. Ouais, dans Rogue Ouais, One. ils l'ont ressorti du caméo, quoi. C'était pratique. Ouais. Ok, bon, allez, bon, j'arrête avec les digressions là. Donc, moi, j'ai mis une note de 17. Donc, pour un petit peu conclure sur ce tome-là, j'ai adoré. J'aime beaucoup la Haute République en général. Mais comme tu disais, elle fait d'avoir toutes ces œuvres interconnectées entre elles. Je trouve ça excellent, quoi. Vraiment, moi, j'étais pas là. Enfin, j'étais pas fan de Star Wars à ce point-là à l'époque du Nouvel Ordre Jedi. Du coup, moi, j'ai pas encore connu ce genre d'événements littéraires, quoi. Donc là, je suis très très content de pouvoir le vivre en direct, quoi, et avec tous ces romans et ces comics. Et ce comics-là, moi, il me fait beaucoup plaisir. Alors, je lui mets un petit point de moins comparé au tome 1, j'avais mis un 18, à cause des dessins de Gentil, hein, toujours pareil, hein, qui sont loin d'être aussi ouf que Anindito. Donc la surprise à découverte en moins, c'est le tome 1, c'était la grosse découverte, donc grosse claque. Là, on est un peu plus dans nos chaussons, mais ça fait quand même toujours plaisir de revoir nos personnages préférés. J'ai beaucoup aimé le final de l'arc des Drengir. Moi, il m'a pas dérangé. Moi, ça m'a plu. C'était pas, il y avait beaucoup de bastons, il n'y avait pas beaucoup de développement, mais ça conclut un arc et ça en commence un qui promet d'être intéressant, avec les Nihil. Donc un bon développement par contre des persos de Skir et de Kiv. Moi, j'ai trouvé que leur relation était bien développée tout le long de cette série en général, parce que Kiv, tu disais qu'on la voit pas dans les autres romans, en effet, mais parce qu'en fait, son œuvre à elle, c'est ce comics-là, quoi. C'est Oui, le bien personnage sûr, mais principal. je veux dire, on pourrait très bien quand même la croiser au détour d'une mission, même juste d'une mention, quoi. Alors, en plus, on a Skir, mais on n'a pas Kiv. Parce qu'après, je l'appelle Skiv depuis tout à l'heure, mais évidemment, c'est Kiv. Mais au moins, voilà, une mention pour la relier un peu à l'histoire principale aussi, ça me ferait plaisir. Parce que les c'est vrai que Potara entre Skir et Kiv. Tu connais pas les Potara? Ah oui, ok. Ouh, Il est en forme. grosse soirée ce soir. Attention. Grosse référence surtout. Exactement. On en profite pour annoncer au passage, puisqu'un a un lien, le film de Dragon Ball Super Héros. Allez, on part sur Star Wars. Dany n'a rien Je entendu. vais dire bienvenue sur Dragon Ball Z en direct. En direct. Dragon Ball en direct. Mais DVD. pour rebondir sur Skir, à part la Light of the Jedi, le tout premier roman, je me rappelle pas qu'il soit dans l'Orage Gronde, si. Il est vraiment à part, Non, comme non. Skir. Il est dans la lumière des Jedi et Voilà. ensuite, il pas y a les de plus temps pas, en temps, on fait une mention à lui. Voilà, une mention, Mais c'est il est rapidement. plus présent dans les romans. Mais il y a une mention. On C'est en vrai. parle. En général, c'est Avar qui va parler de lui en disant oui, depuis Mais que en même Skir temps, a tape c'est- son bras. Ouais. En même temps, c'est un maître Jedi, tandis que Skif, c'est juste une petite padawan. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Juste, et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais Orla, apparemment, elle est assez mystérieuse, hein, parce qu'apparemment, seuls les maîtres Jedi, donc comme Skiv ou Comac, la connaissent, mais les Padawans n'ont pas l'air de la connaître. Donc, elle Elle a l'air d'avoir un gros passif avec Skir, justement. Ouais. Ouais, et puis c'est voire cassé, même- quoi, donc, Voire même un passé où ils ont probablement été amants, Romantique. ou alors, en tout cas, elle aurait peut-être voulu qu'ils soient amants, mais Ouais. où lui a Ah, et peut-être deux, pas trois voulu. allusions très sympathiques. Ouais, ça m'a fait rigoler, ça aussi. Donc il y a quand même du passif avec, on va dire, la génération de Jedi plus adulte. Ouais. Voilà. Donc voilà, Mais donc, on attend.
pour finir sur l'appréciation, donc scénario nickel. Personnage secondaire, moi j'ai trouvé assez intéressant. Le développement, donc j'ai dit de Keeve et Skir. Les bons cliffhangers. Cavan Scott est très bon pour faire des cliffhangers à chaque fin de numéro. C'est pam, 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 pam. T'es là, ok, il faut que je lise absolument le prochain, quoi. Et encore une fois, à la fin de ce tome-là, t'as envie de lire le suivant, quoi. Et non, vraiment une très très bonne pioche qu'est la Haute République en comics. Donc je vous conseille à 200% achat obligatoire. Et avec Afra et High Republic, moi je te dis, c'est les deux ongoing que je suis avec plaisir. Que dès qu'il y a le numéro sort, je le lis direct, j'adore, quoi. Donc 17 sur 20, pas peu mérité. Ouais. Ok, et ben quant à moi, donc avant de donner ma note, je vais juste dire que Skir et Keeve sont très forts pour l'esquive. Voilà, un petit jeu de mots pour bien finir cette soirée. Cette soirée clownesque. Moi, je vais rejoindre Thomas. Moi, j'ai envie de dire une fois n'est pas coutume, mais je vais lui mettre un bon 14. Parce que, comme dirait Francis, j'ai pas détesté. J'ai cru que tu allais dire du bien d'Obi-Wan, mais non, en fait. Non. Je peux dire aussi du bien d'Obi-Wan, hein, si tu veux. Mais là, on va se contenter de ce volume. Donc, j'ai pas détesté. Donc, j'ai pas trop de choses à lui reprocher, hormis les dessins qui vont plomber un peu la note. Maintenant, voilà, je leur dis, ça m'a pas transporté non plus. J'attends vraiment de voir ce qu'ils veulent un peu faire. On est quand même à la fin du deuxième arc et je sais toujours pas trop ce qu'on veut faire avec Keeve. Donc, faudrait vraiment que ça démarre pour pouvoir me donner une petite idée et que je puisse savoir sur quel pied danser avec ce personnage au moins. Bon, après, qu'elle soit reliée au reste de la trame narrative principale, ça c'est autre chose. Donc, je partirai sur un 14 quand même. Et j'ai envie de dire que je crois que c'est ma meilleure note depuis un certain temps sur un comic. Thomas, t'avais mis 14, je crois aussi, non? Ouais, voilà. Oui, mais entre-temps, on a quand même chroniqué pas mal de choses et j'ai pas été aussi gentil. Entre-temps, on a chroniqué que du Bounty Hunter, donc du coup, forcément... J'ai peut-être été gentil sur le premier Bounty Hunter, mais je crois pas que j'avais mis un 14. Comme Georges. Joli. Et si vous avez la référence, seulement si vous avez suivi toute cette émission. Maintenant, vous le connaîtrez, hein, ce dessinateur. Gentil, là. On va réussir je m'en souviendrai. Ok. Eh bien, quand même, sur ces notes plutôt positives, on va s'arrêter là. On va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. On va vous inviter, comme d'habitude, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, principalement sur notre Discord, notre Undiscordius. Venez, on a beaucoup discuté ce week-end. C'était vraiment top. Alors, rejoignez-nous et n'hésitez pas à parler, même si vous voyez que souvent, il y a des personnes qui ont peut-être un peu plus de l'habitude et qu'ils sont peut-être un peu plus bavards. C'est pas grave. Avant d'être bavards, ils ont été un peu moins bavards et ils ont pris leur place. Et c'est ça qu'on veut aussi pour notre communauté. Donc, venez nous voir. Si vous avez des commentaires, que vous souhaitez les partager, vous pouvez aussi le faire sur Facebook, Twitter, comme d'habitude. Et évidemment, on vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, où comme ça, vous serez au courant de toutes les émissions que nous pouvons faire, qu'elles soient préenregistrées comme celle-ci, ou qu'elles soient en direct, voire même en direct pas prévu. C'est ça, Star Wars en direct. On peut prendre l'antenne à n'importe quel moment. Donc voilà, venez, suivez-nous, discutez avec nous, on adore échanger avec vous. Et partagez nos épisodes quand ils seront publiés. Aidez-nous à nous faire connaître et à faire croître notre communauté. Eh bien, de la part de Thomas, de la part de Jean et de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Ciao. Ciao, ciao.